La Traviata commence par une scène de banquet. Il était donc parfaitement logique, Michel Carte, qu'on se rencontre au moment où vous faites une pause dans vos répétitions. Et c'est vrai que c'est un lieu sympathique, de détente, où peut-être les artistes ont une autre occasion de se fréquenter que seulement, disons, sur une scène. J'aimerais tout d'abord vous demander comment vous avez appréhendé cette mise en scène pour un opéra qui est quand même extrêmement connu. Bien écoutez, moi, que l'opéra soit connu ou non, ce qui, disons, me fait faire une mise en scène est d'abord de savoir l'histoire, de connaître l'histoire et de voir ce qui me touche dans l'histoire. Donc j'ai voulu raconter avec la Traviata l'histoire d'une femme qui est Violetta, qui est pour moi une femme d'aujourd'hui. Donc je transpose l'opéra de nos jours, qui est une femme très seule et malheureuse et qui rêve beaucoup. Et pour moi, tous les banquets, justement, puisqu'on est maintenant dans un banquet, comme vous l'avez dit, de même qu'au premier acte, c'est pour elle sa manière d'échapper à la réalité, à sa réalité malheureuse. Et donc en fait, elle organise ses fêtes avec un groupe d'amis, donc c'est réel, c'est pas des rêves, mais c'est ce qui lui permet de rêver, comme tout le groupe d'amis avec lequel elle fait ses fêtes. Et donc pour moi, le rêve dans la Traviata est très très important. J'ai beaucoup abordé cet opéra à travers le rêve et qui finalement, le rêve ultime pour Violetta est le rêve qu'elle croit pouvoir se réaliser avec Alfredo et qui est malheureusement coupé par Germont, puisqu'il l'empêche de pouvoir vivre son amour avec Alfredo à cause de son passé d'une prostituée. Et ça, c'est quelque chose aussi que je relève énormément, c'est le jugement de cette femme de la société en fait, parce que pour moi Germont porte le symbole de la société et c'est cette société qui l'empêche de faire un trait sur son passé et de passer à autre chose. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Qu'on empêche cette femme de vivre sa vie à cause d'un passé qu'elle a eu qui peut-être qu'elle ne voulait pas peut-être. On ne sait pas si le fait d'être prostituée avant. Je ne pense pas qu'une femme, que ça soit à notre époque ou avant, ait choisi de faire ça. Est-ce qu'il y a des contingences particulières pour mettre en scène un opéra, pour une pièce, disons une dramaturgie parlée, c'est peut-être un peu différent, mais pour un opéra, il y a quand même des contingences musicales. Est-ce que ça pose des difficultés précisément pour suivre un point de vue comme ça? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut... vous voulez dire parce que du fait que je le transpose d'une manière contemporaine? Non, pas spécialement, mais parce que disons que la musique a ses exigences en quelque sorte. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que par exemple, le fait que le premier acte, je le fais quand même à 19e siècle parce que c'est... sa manière de s'échapper dans le rêve, de en fait organiser une fête du 19e et pour moi ça la porte dans son rêve d'avoir des gens autour d'elle et elle-même avec des belles robes. Donc ça je le maintiens, mais disons que c'est des personnes d'aujourd'hui qui jouent, qui se costument pour échapper à la réalité. Et non, je pense bien sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a des contraintes musicales. C'est clair qu'on ne peut pas tout faire. On va avec la musique. Hein. Ça c'est clair qu'il y a quand même des contraintes musicales qu'il faut respecter. Ça c'est sûr qu'on peut pas non plus demander n'importe quoi à des chanteurs. On doit sentir ce qu'ils peuvent faire. Et c'est vrai que je travaille beaucoup avec eux dans le sens où je leur demande, j'ai des idées très précises dans ce que j'ai envie qu'ils expriment, mais en même temps, il faut que je les sente très bien avec ça. Donc, on va trouver la manière que eux vont le faire au mieux, mais pour arriver au résultat que je veux.
Alors, il y a une évolution, disons, dans l'histoire. On ne va pas tout raconter parce que les gens auront le plaisir de le découvrir. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'à la fin, finalement, le rêve se brise. Alors, c'est quand même un moment important et je suppose extrêmement délicat à gérer. Ah bah oui, c'est clair, c'est sûr. C'est justement, pour moi, c'est d'ailleurs le moment clé de l'opéra, c'est le moment où Germont vient dire à Violetta, enfin lui demander, hein, il ne lui ordonne pas, mais il lui demande de quitter Alfredo à cause du passé qu'elle a eu. Donc c'est pas possible qu'elle soit avec Alfredo et ça brise son rêve et c'est sûr que c'est le moment clé de l'opéra parce que justement pour moi c'est vraiment le jugement des autres qui ne permet pas à Violetta de vivre heureuse finalement et c'est ça qui me touche énormément dans cette femme. Ici, il y a toute une brochette, disons, d'acteurs qui sont de différentes sources, origines. C'est facile de travailler comme ça avec un monde très disparate, très divers? Oui, c'est le propre de l'opéra, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe, puisque des gens de différents endroits viennent, c'est souvent très international. Donc au contraire, je trouve que ça donne une ouverture qui permet de quelque chose d'encore plus intéressant. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Alors Michel Faure, vous êtes scénographe, vous vous occupez de tout ce qui est, je dirais, l'aspect, les décors. Ici, nous sommes dans la salle du Lignon, qui est une salle équipée d'une façon, je dirais, un peu générale. Est-ce que ça vous pose des problèmes d'adaptation pour une œuvre qui est quand même assez ambitieuse? Oui, bien sûr, bien sûr. La scénographie est contingentée par la dimension de la salle et par son installation technique. Par exemple, je fais aussi les lumières. Par exemple, le plafond n'est pas prévu pour un équipement de lumière adéquat. Donc il a fallu, avec l'équipe du service culturel de la commune, poser toute une structure métallique avant de pouvoir accrocher les appareils. Le fait aussi qu'il y ait une très grande distribution, 60 personnes, a nécessité que le décor soit en fait dans la salle. Et la scène est utilisée pour l'orchestre, qui est aussi nombreux, puisqu'il y a une quarantaine de musiciens, et le décor déborde dans la salle. Donc c'est un peu particulier. Oui, oui, absolument. Il y a aussi des problèmes de hauteur, puisque le niveau de la scène n'est pas le même que celui de la salle. Enfin, il y a toute une série d'adaptations qui est nécessaire dans ce type de scène-là. Ben, je suppose que c'est un challenge de résoudre ce genre de problème. Absolument, absolument. Surtout aussi avec le budget dont on disposait, parce que c'est un des facteurs essentiels pour une scénographie, c'est le budget. Or, il se trouve que c'est une production avec des petits moyens. Donc, il a fallu imaginer un dispositif extrêmement simple, extrêmement peu coûteux, mais qui en même temps correspond aux besoins de la pièce. Il y a beaucoup de lieux. On se trouve d'abord dans une salle de banquet, et puis ensuite dans une maison de campagne, et puis ensuite on revient chez Flora dans un intérieur bourgeois. Mais la metteuse en scène a pris un parti assez différent, un parti plutôt moderniste qui permettait une abstraction du décor. Donc le dispositif que j'ai conçu n'est pas du tout un dispositif classique. Il n'y a pas les lustres, il n'y a pas les portes, il n'y a pas les ors qu'on voit d'habitude dans la Traviata. C'est un dispositif qui est très abstrait. Ce sont deux pentes qui se croisent, comme deux destins qui se croisent, ce qui permet aussi d'être assez dynamique, parce qu'on en descend très vite, on en remonte très vite, et le point de vue des acteurs est très différent, si on est en haut de la pente ou bas de la pente. Et ça permet aussi, par la croix, de créer différents espaces, tout en étant un seul. Il y a un endroit qui est la chambre de Violetta où elle va mourir, il y a un endroit qui est plutôt la maison de campagne, effectivement. Mais tout ça est abstrait, ce sont des lignes tendues, c'est une scénographie en noir et blanc, et que la lumière va bien colorer.
pendant la pause. Isabelle Philippe, vous êtes Violetta. Je voudrais vous demander, c'est vrai que c'est un rôle qui est très difficile à interpréter? Oui, parce que c'est un rôle qui est dense et on passe par tout un tas de facettes du personnage, entre le début où c'est une courtisane admirée, aimée de tous, enfin qui a tout, l'argent, la beauté, le respect le respect dans le monde dans lequel elle évolue, enfin elle a tout. Et puis peu à peu, à travers, à la fois elle a un peu un dégoût d'elle-même en même temps, parce qu'elle ne supporte pas cette image de femme facile finalement qu'elle a été obligée d'endosser. Et peu à peu, l'amour va la transfigurer et lui donner une raison d'exister, puisqu'elle va elle va complètement se sacrifier pour celui qu'elle aime. Et du coup, finalement, exister en tant que... au niveau de son âme, elle a l'impression tout à coup de devenir quelqu'un. Donc on passe par toutes les facettes du personnage, plus la maladie qui vient se greffer par-dessus. Et puis une metteuse en scène qui vous demande de partir dans le rêve, comme ça, quelque part, qui est un peu une sorte d'ouverture, je dirais, du rôle. On a peut-être des interprétations différentes. Le rêve, moi, le rêve, c'est d'un amour qui soit pur, alors que c'est une femme qui a connu plein d'hommes pour évoluer, pour avoir une certaine place dans la société. Elle est devenue très riche parce qu'elle a de multiples amants. Et puis tout à coup, croire en un amour pur, c'est peut-être un rêve pour une courtisane, oui, peut-être. Est-ce que c'est facile pour une cantatrice comme vous de reprendre un rôle aussi connu quand on sait toute l'histoire de cette Traviata? Non, surtout qu'il y a un tas de références. Donc, est-ce qu'on peut les dépasser, ces références? Je pense que c'est intéressant de les connaître, d'écouter celles qui ont déjà chanté le rôle, de regarder aussi au théâtre les actrices qui ont pu interpréter cette femme. Mais après ça, c'est à chacun de trouver sa Violetta, son interprétation propre, avec son propre vécu, utiliser les émotions de sa vie pour donner chair à un nouveau personnage, peut-être. Alors, je me tourne vers notre hôte. Vous venez de Florence. Florence. Et vous reprenez comme ça le rôle titre, le rôle phare. Tout d'abord, vous êtes bien à Genève? No, io mi trovo molto bene a Genève dopo. Je me trouve très bien à Genève et j'y ai trouvé une ambiance chaleureuse qui me permet de bien m'intégrer et facilite le fait de devoir travailler ici. L'opéra peut s'assimiler à une horloge et chacun d'entre nous en constitue un des engrenages, un des rouages. Je me trouve parmi des gens sympathiques et très professionnels, ce qui me simplifie le travail et permet de mener à son terme ce projet si intéressant. Est-ce que c'est facile d'aborder des rôles aussi connus, célébrissimes et en même temps difficiles? È facile riconoscere questi ruoli molto... Sì, è molto facile, però è molto difficile affrontarlo. C'est à la fois facile à aborder et difficile à affronter. Nous les jeunes, nous devons nous confronter à nos idées du répertoire, tels dans le cas qu'occupent Gueda, Bergonzi ou même Placido Domingo. Et cela devient un défi qu'il convient de relever le mieux possible. Et si nous voulons que ce genre merveilleux qui a pour nom opéra se perpétue, nous devons, nous les jeunes, avoir très grande confiance en nous pour porter à terme les projets qui nous sont confiés. Dobbiamo avere grande fiducia in noi stessi e portarlo avanti sempre.
vous m'aviez dit que vous étiez la confidente de Violetta. C'est le rôle d'Anina, oui. Ouais. Alors j'aimerais vous demander les uns les autres de me présenter un peu vos rôles et puis de me dire comment est-ce que vous abordez, vous, à votre tour, dans le fond, cette dramaturgie. Alors le rôle d'Anina est assez court. Il apparaît toujours dans les scènes de la vie intime de Violetta. Donc c'est vraiment un rôle de confidente et de choses intimes de la vie de femmes de cette époque-là. Donc c'est un rôle tout en nuances. Oui, c'est ça. Ça fait rire. Le baron, c'est l'homme riche du 19e siècle, c'est celui qui a l'argent, c'est le producteur, pas de la représentation. Là. C'est dommage. Oui, ben oui, ça n'existe plus aussi, ce genre de banquier mécène de nos jours pour le spectacle. Mais à l'époque, effectivement, il s'occupait plutôt des comédiennes, des danseuses et des chanteuses que des spectacles eux-mêmes. Enfin, c'est une façon de financer le spectacle. Donc le baron, c'est l'homme qui a protégé et certainement entretenu fort longtemps Violetta et qui a vis-à-vis d'elle un désir de possession et une jalousie qui va s'exercer à l'égard du jeune larron qui se présente. Alors moi je fais le rôle d'un docteur qui ne peut pas faire grand chose parce que vu que le personnage principal meurt à la fin, il est totalement impuissant. Oui, puis que la tuberculose, on ne savait pas comment la soigner encore. On n'avait pas la pénicilline à l'époque. Ouais, ouais. Et moi je suis un marquis, je pense que je suis un des jeunes hommes qui font la fête avec les gens de ce milieu, peut-être un peu désœuvré, qui a suffisamment d'argent pour vivre comme ça. Et puis pour moi c'est l'idée de m'amuser et de profiter de mes nuits. Eh bien, moi, alors vous, c'est exactement l'inverse. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, je suis Germont, je suis le papa de Monsieur le ténor. Et en fait, je suis un petit peu la cause de tout problème, en fait, puisque je les empêche de faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. C'est un peu le rôle du méchant, mais c'est... Non, en fait, c'est un très gentil, hein, au fond, mais il a des principes très, très moraux, qui sont très ancrés en lui. Et pour lui, c'est pas imaginable que son fils ait une aventure avec une femme dévoyée. Donc voilà. Quant à moi, je suis Flora Bervois, donc la très proche amie, si ce n'est la meilleure amie de Violetta.
c'est sûr que ça pourrait paraître un petit peu étonnant qu'en tant que meilleure amie, elle soit absente du troisième acte. Moi-même, ça m'étonne un petit peu parce que c'est en ça qu'on disait que le personnage d'Anina était aussi important, quoique court, parce que malgré tout, c'est elle qui accompagne Violetta dans ses derniers instants. Et Flora est là, mais surtout pour profiter de la vie légère, de ses plaisirs, des plaisirs que la nuit lui procure, de ses amants, et elle a un petit peu de... Elle n'a pas... Disons que Violetta a une vie intime quand même... Enfin, elle connaît l'amour, je ne pense pas que Flora connaisse le véritable amour, en tout cas, je ne pense pas qu'elle l'ait encore connu. Et elle n'est pas présente au moment les plus douloureux de son amie. Je ne pense pas qu'elle voit réellement la douleur que vit son amie, puisque elle n'est là que dans les moments les plus superficiels en fait de l'histoire. Jean-Marie Curtis, c'est votre 60e production. Oui, de l'Opéra Studio. Nous l'avons fondé il y a 20 ans. Et puis, vous voyez, il y a toujours un bon esprit, il y a toujours une bonne équipe, mais c'est chaque fois renouvelé. Nous n'avons pas de troupe fixe, nous ne voulons pas. Parce que nous voulons ouvrir les possibilités, sinon les premiers qui seraient admis à l'Opéra Studio, ils seraient encore maintenant. Parce qu'on y mange bien, on travaille bien, enfin, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Oui. Et puis on est bien reçus ici au Lignon. On a, voyé, les locaux pendant 2 mois, on est dans de bonnes conditions. Donc tout le monde n'a pas cette chance, même si ça n'est pas un théâtre à l'italienne, que ça pose des problèmes d'acoustique, de mettre un orchestre symphonique en même temps que des solistes dans une grande salle. Il faut résoudre ces problèmes, on peut, ça nous oblige à inventer des nouvelles formes. Mais pour les solistes, pour toute la troupe, c'est 2 mois de travail ici, sympa et actif, et au milieu des gens, vous voyez. Ça vient de tous les coins et les gens sont contents. Non, je crois qu'on a de la chance d'être là. Je profite de cette occasion, puisque vous dites que l'année prochaine, ce sera le 20e anniversaire. Je suppose qu'il y a des projets? Ah, il y a des projets, oui, mais alors il faut que vous reveniez pour qu'on puisse vous dire ce qu'on va faire. Parce que ça serait trop dommage de dire exactement ce qu'on va faire maintenant. Il y aura de grandes surprises. Nous avons un grand projet avec des enfants. Nous avons également des projets avec d'autres coproducteurs, c'est-à-dire en France, en Belgique et en Italie, avec lesquels nous voulons faire des opéras en commun. Parce que c'est important que l'Opéra Studio ne reste pas dans ses frontières. Et puis pour les solistes, c'est important qu'ils puissent chanter ailleurs. Vous voyez, par exemple, il manque un soliste là, qui n'est pas là, qui a dû aller aux toilettes pour échapper à l'interview. C'est Gastone. Et bien lui, par exemple, il a un tout petit rôle ici, et au mois de décembre, il va faire Samson et Dalila de Saint-Saëns avec moi dans une autre production. Vous voyez, comme ça, on peut fournir d'autres occasions aux chanteurs. On va faire prochainement avec Gala Verdi, encore avec un autre chanteur d'ici, qui ne le sait pas encore. Et voilà, c'est très sympa. Alors ça, c'est le programme l'année prochaine. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est un énorme succès à cette Traviata et que le public de Vernier soit présent au rendez-vous. Merci, oui, c'est vrai. On l'espère.